Il commence à s'appeler aussi de plus en plus comme notable de Bandalungwa. Pour preuve, il a eu organisé plusieurs manifestations de sensibilisation de cette commune. Et aujourd'hui, on le reçoit en tant que porte-parole adjoint d'Avol. Monsieur Rodrigue Ramazani, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Jean-David. Notable de Bandalungwa. Je suis un des habitants de Bandal. Pas notable. Écoutez, les qualificatifs, je ne suis pas celui qui court derrière. Parce que notable, on dit que ce sont des papas, des vieux, toi tu es encore trop jeune. Là. Écoutez, moi je ne cours pas derrière le derrière de nom, derrière de titre. Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt général. Je crois que si aujourd'hui j'ai décidé de faire la politique, c'est pour offrir le bonheur à plusieurs. Et partout où je suis, lorsque je constate qu'il y a nécessité qu'un leadership fédérateur puisse être mis en place en vue de permettre que certaines situations soient décomptées et offrir le bonheur à plusieurs, pourquoi pas le faire? Donc, ce que je fais pour la commune de Bandalungwa, c'est d'abord parce que je suis un habitant de la commune de Bandal, et deuxièmement parce que j'estime que ma voix est importante. C'est pour des visées électoralistes? Écoutez, je suis un acteur politique. Donc, vous voulez déjà commencer à imprimer une nouvelle vision? Je suis un acteur politique. Je m'assume comme tel. Et à chaque fois que je vais vers cette population, vers les habitants de Bandal, je n'hésite pas à apporter mes couleurs politiques. Je ne viens pas comme un saint. Elle vous porte à cœur, cette population? Vous la sentez qu'elle vous porte? Écoutez, la récente activité matinée politique que j'ai organisée dans le quartier de Boudi, nous avons reçu plus de 600 et quelques... Sans argent? 600 et quelques Vous n'avez rien donné à ces gens qui sont venus? En tout cas, rien du tout. Frais de transport? Les images sont passées sur Télé 50. Oui. Personne de ces habitants n'a témoigné. Encore que je n'ai pas assez de billets à distribuer à plus de 700 personnes. 2000 francs, 3000 francs pour le transport. Écoutez, il faut faire 2000 francs fois 700 personnes. Vous allez voir le coût que ça donne. Je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Mais le plus important est que les habitants de Bandal ils se sont intéressés à la thématique parce que nous étions en train de parler de l'avenir de Bandal. Et tout ça, c'est quoi? C'est que vous voulez être bourgmestre, être... maire ou maire c'est dans une ville, vous voulez vous présenter aux municipales ou aux élections locales ou nationales? Écoutez, vous savez, ce n'est pas le moment d'exprimer mes ambitions politiques. Au moment opportun, je reviendrai vers vous après discussion. Et à quel niveau vous pouvez servir votre à tous les niveaux. Votre Bandal? À tous les niveaux. Moi, je ne suis pas de ceux qui Même pensent... chef de rue, vous allez accepter? Écoutez, je ne suis pas de ceux qui pensent... Être chef de rue est une charge publique, est une responsabilité qu'il faut assumer avec beaucoup d'abnégation, envie d'offrir le bonheur à plusieurs. Moi, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'être bourgmestre ne vaut rien, être chef de rue ne vaut rien, être chef de secteur ne vaut rien. J'estime qu'à chaque niveau de la tâche publique que l'on vous accorde et la confiance que la population vous donne, et surtout lorsqu'il s'agit d'un mandat donné par la population, peu importe le niveau, il faut servir le peuple. Voilà, il faut servir les peuples. Voilà, on parle à notre... Donc, nous attaquons notre thématique. L'impasse persiste au niveau de la CENI. Et cette impasse serait due aussi aux tireurs des ficelles, d'abord des part et d'autre, au niveau des confessions religieuses, au niveau aussi des politiques. Les politiques tirent des ficelles pour que les choses aillent un peu en longueur et qu'il y ait glissement pour que d'autres qui sont en dehors, comme vous, en vol, que vous puissiez entrer dans le gouvernement. Écoutez, l'envol ne court pas derrière un poste ministériel parce que nous avons un vice-ministre à la Défense. Je profite de saluer son Excellence Madame Séraphine Kilobou. Elle est en mission de service actuellement à Kananga, dans la province du Kasaï central. Elle venait d'être à Lubumbashi ou Lualaba dans le cadre de la mise en place dans le cadre de la mise en place voulu être vice-ministre. C'est dans le cadre de la mise en place de l'industrie militaire. Je tiens à saluer d'abord la vision que le ministre Gilbert Kabanda et son adjoint Séraphine Kilobou ont pour l'armée congolaise du point de vue social. Écoutez, l'honorable Sessanga n'est pas celui qui court derrière les ministères. Ce n'est pas qu'il a refusé. Les partis ne lui appartiennent pas. J'insiste, le parti en vol n'appartient pas à l'honorable Sessanga. La preuve qu'aujourd'hui... on a donné au parti le vice-ministère de la Santé, et plutôt de la Défense, c'est lui
qui a le mot des décisions. Et par rapport à ça, il s'est dit, bon, par rapport à ma carrure, je ne peux pas me rabattre à être vice-ministre. Vous savez, je pensais que vous allez finalement saluer. Parce qu'il y a un moment ici, les gens criaient qu'ils se sentent à courir derrière un poste. Aujourd'hui, il y a un poste qui est arrivé à l'envol. Est-ce que si on lui donnait le poste de titulaire, il refuserait? Parce que là, c'est d'abord... Là, vous voulez que nous puissions réfléchir sur des suppositions. Non, mais je vous parle de faits. Moi, je vous parle de faits. Là, nous sommes face à un fait qui est sacré. Vous êtes dans le média, vous savez que le fait est sacré. Et là, je vous dis, il y a eu un poste ministériel qui est venu pour le compte de l'envol. L'honorable Sessanga, à la différence de plusieurs leaders politiques que vous connaissez, vous en connaissez beaucoup, qui se sont précipités aussi pour être vice-ministre, même certains qui se précipitent pour être mandataires jusqu'aujourd'hui. Mais l'honorable Sessanga a choisi. Pas il a choisi, il a remis la question au niveau du comité national et le comité national du parti dont je fais partie a délibéré et nous avons porté notre choix sur Mme Séraphine Kiloubou, qui n'est ni de sa province, ni de sa famille, mais qui est une militante active du parti. Je pensais que finalement, Jean-David, vous allez saluer cette façon de voir la vie publique de l'honorable Sessanga. En fait, ce n'est pas à nous de saluer, c'est peut-être à vous, politiques, et aussi mais vous êtes de la presse. À tous les autres. Nous, on est là, on garde notre neutralité par rapport aux faits. Revenons à notre thématique, l'impasse persiste. Qu'est-ce qui serait dû par rapport à ça? Ou qu'est-ce que vous êtes en train d'entrevoir pour mettre fin à cette situation? Permets-moi, Jean-David, de revenir un peu en arrière. Que c'est depuis 2019 que mon parti a commencé à parler de réforme électorale. Lorsqu'on a lancé cette question, l'envol, beaucoup, c'était lors de notre bureau politique, ceux de la Mouka nous disaient qu'il fallait se battre simplement pour la vérité des urnes et que la question de réforme n'était pas opportune, allais-je dire. Ceux du FCC, lorsqu'on a lancé l'initiative G13, envie de trouver de consensus sur des questions de réforme, je fais des débats ici sur ce plateau en plus. Je crois que les téléspectateurs ont encore la mémoire assez fraîche pour savoir que beaucoup nous disaient non, pas de consensus en dehors des institutions, les réformes, nous allons le faire au sein des institutions. La Mouka aujourd'hui, ce n'est pas pour les réformes électorales. FCC veut le consensus sur les réformes électorales et finalement, qui a raison? C'est l'envol. Donc, si le pays se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que la société, la classe politique n'a pas voulu écouter la voix de la raison. C'est peut-être parce que c'est sorti de l'envol ou c'est sorti de l'honorable Sessanga. Et mais pour nous, vous, on avait une vision lointaine de la vie. Parce qu'il y a, vous allez continuer, les consensus, c'est qu'on mette Kadima de côté ou qu'on choisisse un autre candidat. Parce que pour les autres, ils disent qu'il y a déjà un consensus, dès lors qu'il y a un candidat qui a été voté par une majorité, c'est déjà un consensus. Donc, ils ne peuvent pas se rabattre peut-être au caprice de deux confessions religieuses. Je suivis ici sur votre plateau le porte-parole de la SENCO. Je suivis encore... que j'ai reçu d'ailleurs. Oui, je suivis encore le porte-parole des DCC. J'ai écouté aussi les 6 confessions religieuses. Et cette question commence à devenir de plus en plus indécente. C'est inexplicable que nous puissions être bloqués aujourd'hui, que le processus électoral soit bloqué à cause d'un individu, d'une personne. Aussi intelligent soit-il, aussi intelligent que cet individu puisse représenter et de l'expérience, mais je trouve quand même que c'est indélicat que les Vatican interviennent, les États-Unis puissent intervenir et l'Union européenne autour de cette question. Du dossier. Mais c'est ça que nous sommes en train de dire. Il est temps aujourd'hui, laissez-moi le dire Jean-David, je pense que le chef de l'État doit taper du poing sur la table, de la même manière qu'il avait fait pour la situation de Malonda. Même le cas Malonda, Malonda avait trouvé un consensus avec les 6 autres, mais le chef de l'État avait refusé d'entériner parce qu'il y avait grogne. Mais aujourd'hui, vous avez une partie de confession religieuse, une grande partie de la classe politique, mais encore de la société congolaise qui ne veulent pas de cette candidature. Le porte-parole de l'ECC que vous avez reçu ici, il dit il se pose un problème d'éthique chez un candidat. Parce que certains membres de confession religieuse ont levé la voix pour dire qu'il y avait corruption, menace, et jusqu'à aller dire qu'il s'agissait du candidat du chef. Rien qu'en indexant le chef de l'État, je pense que sur cette question, le chef doit mettre fin à ce théâtre.
Il doit mettre fin à ces Et théâtres c'est quoi et mettre fin à l'arrêter. ces théâtres? C'est quoi? C'est que Non. qui choisit Écoutez, notre candidat? c'est clair et net. On ne peut pas aller par le dos de la cuillère. Parce que même aujourd'hui, M. Kadima se retire. Je Parce que pense même qu'au nom de la aujourd'hui- décence, Oui, écoutez, vous allez continuer. Même aujourd'hui, lors de leur conférence de presse, ils ont dit les 6 confessions religieuses sont logées à un hôtel ici à Kinshasa. Ils sont payés. En fait, ils sont payés. Et qui paye les loyers? Et qui paye leur hôtel là où ils sont? C'est que cela va dans le sens là de ce que Abbé Donatien Chol était en train de dire. Et tout ça parce que c'est vous, politiciens, qui veulent à tout prix se maintenir, qui veulent à tout prix garder un candidat au lieu de passer à autre chose. dis-moi Jean-David, et la question est posée à plus de 80 millions de Congolais qui nous suivent. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller dans un processus électoral sous fond de suspicion? C'est pour engendrer nos démons du passé. Pourtant, nous l'envol, lorsque nous nous sommes battus pour des réformes, nous avons mis toute la classe politique ensemble, FCC, Lamouka, MLC, tous au sein du G13, c'était pour éviter cela. Mais malheureusement, nous sommes en train de foncer vers ce chaos. Et je ne sais pas quel est l'intérêt aujourd'hui que nous avons d'aller avec un président de la CENI qui est contesté par toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes au processus, en tout cas dans la majorité, ils sont contestés. Même certains membres de la majorité aujourd'hui au sein de l'Union sacrée contestent la personne de M. Kadima. Pourquoi on va faire de M. Kadima un candidat de vie ou de mort? On ne peut pas bloquer un pays à cause d'un individu, aussi intelligent soit-il. Aussi intelligent soit-il. Pouvons-nous bloquer toute une république? Et je me pose la question, Jean-David, s'il vous plaît. Monsieur Kadima, là où il est, là où il se retrouve, chez lui à la maison, je ne sais pas, il est en train de manger, il est en train de boire, il est en train de me regarder. Comment se sent-il lorsqu'il voit que le processus électoral est bloqué à cause de sa personne? Moi, à sa place, je retirerai ma candidature. Simplement et laisser les choses avancer sans moi. Plus de 80 millions de Congolais, on est bloqué parce qu'il faut impérativement M. Kadima soit candidat. Alors, vous ne voyez inacceptable. pas qu'avec ça, vous êtes en train de pécher contre les intelligences congolaises. Vous le découragez. Il y a Ronsa Malonda, une intelligence grise, qui connaît bien le rouage du système électoral, qui a été écartée parce qu'il y a eu des suspicions. Parce qu'il n'y a pas eu consensus. Écartée. Aujourd'hui, c'est Denis Kadima. Un problème d'éthique. Bon, comme vous le voulez. Mais un expert. Alors qu'il y a ces intelligences sont appréciées à l'extérieur du pays. Pourquoi ne pas faire tout pour que ces intelligences puissent bénéficier à la République démocratique du Congo? Mais il y a plusieurs intelligences, il n'y a pas que M. Kadima. Je respecte M. Kadima, encore que je ne le connais pas. Mais il fait partie des meilleurs, non? Écoutez, des meilleurs mais le problème qui se experts. pose ici, c'est un problème d'éthique. Nous voulons de bonnes élections qui ne seront pas teintées des suspicions, des tricheries. Le combat du G13 était à 2 volets. La bonne gouvernance électorale, mais aussi la crédibilisation des résultats de 2023. Mais déjà sur ce fond, le combat que l'honorable Sessanga a mené ensemble avec ses partenaires est en train d'être biaisé. Et moi, étant qu'un sessanguiste, moi, étant que porte-parole d'Envol, moi, étant que militant de l'Envol, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter le regarder ainsi. La situation va de mal en pire. On ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Kadima, à lui seul, ne peut pas bloquer toute une république. C'est inacceptable. Moi, je crois qu'au nom de la décence, au nom même de son honneur, j'ai vu son CV, c'est extraordinaire. Mais les accusations qui pèsent sur lui aujourd'hui entachent même sa personne. Mais ils ont besoin des preuves. Vous pouvez entachent même sa personne. Mais vous avez fait le droit les CC et l'Église catholique ne disent pas qu'ils n'ont pas de preuves. Ils disent même qu'ils sont prêts à le ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a de preuves. Ou ceux qui soutiennent aujourd'hui la candidature de M. Kadima. Je dis des propos qui ne viennent pas de moi, des propos qui viennent de l'ASENCO et de l'SCC. Ils disent qu'ils ont de preuves audio. Ou les mêmes personnes qui défendent M. Kadima aujourd'hui ont porté du discrédit sur sa candidature en disant qu'ils ont reçu de menaces, ils ont reçu de corruption. Vous venez de dire ici qu'ils sont logés dans un hôtel de la place. Payé par qui? Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. Je ne connais pas les contours. Mais la seule vérité est que les politiques se sont mêlés de ce débat. Ils doivent laisser les confessions religieuses
faire le travail en toute sérénité. Nous sommes en train de perdre du temps. Et à cause de quoi? À cause de questions d'éthique. Quand même, M. Kadima, lorsqu'il constate qu'il est entaché par des questions d'éthique, je pense qu'au nom de la responsabilité et l'expérience qui pèse sur lui, il doit se retirer. Parce qu'à part le Congo, il peut être appelé comme expert ailleurs. Cette perte de temps vous est favorable, vous de l'Union sacrée, parce que vous allez glisser, vous serez toujours en fonction jusqu'à... Écoutez, je suivis le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Je l'ai suivi plusieurs fois, ses allocutions. Il insiste que les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Lui-même l'a dit. Il a dit que si les élections ne se tenaient pas dans le délai constitutionnel, c'est sa légitimité, sa légalité qui sera remise en cause. Je ne pense pas que cela va profiter à quiconque. Le président de la République perdra tant au niveau de la légitimité qu'au niveau de la légitimité. Et aujourd'hui, il risque de devenir le Kabila de la faim. Vous voyez le Kabila de la faim. C'est ce que, en fait, certaines personnes veulent amener le chef de l'État à devenir le Kabila de la faim. Ils veulent faire porter au chef de l'État le chaussure et les habits de Kabila. Pourquoi déjà aujourd'hui, vous politiques, vous ne parvenez pas déjà à dire aux gens? Parce qu'avec les retards qu'on a dans le non-consensus des candidats, il y a déjà un glissement qui ne dit pas son nom. Alors, il ne faut pas. Puisqu'il y a nous déjà avons encore du temps si nous travaillons en toute sérénité et responsabilité. Nous avons encore du temps, les experts le disent qu'il y a encore du temps pour tenir les élections dans le délai. Mais ici, il faut faire appel à la responsabilité. Tant de l'Assemblée nationale, au lieu de baigner dans le fainéantisme comme ils ont l'habitude de le faire, ils nous ont fait cette démonstration à la session de mars, où leur calendrier publié par eux-mêmes, exécuté à pratiquement à peu près à 10%. Aucune réforme essentielle, alors qu'il y avait 3 réformes majeures sur des questions électorales. Heureusement qu'ils veulent se rattraper pour la session de septembre. Là, la manière dont ils sont en train de conduire, les Birombo sont en train de conduire les débats au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai craint encore que nous puissions retomber dans les arriérés législatifs, ce qui sera une complication. Donc, les politiques, notamment l'Assemblée nationale, doivent faire preuve de responsabilité et aussi... les politiques doivent laisser les confessions religieuses qui ont la charge de choisir le président de la CENI, de le faire en toute sérénité et liberté. En vous entendant, on sent que vous craignez les retards législatifs. Est-ce que cela ne pourra pas remettre en cause votre lutte, votre combat? Parce qu'en vol, lors de la chute de Mabunda, en vol s'était frotté les mains pour dire que non, cette fois-ci, les réformes tant vantées, tant voulues vont arriver, mais jusque-là, rien n'est encore fait. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. Même lorsque on a fait chuter les bureaux Mabunda, nous avons dit qu'il ne fallait pas crier au triomphalisme. Il fallait se mettre au travail. Que malheureusement, c'est la maladie de certains de nos compatriotes. Ils se battent pour avoir de postes, ils se battent pour avoir de responsabilités publiques, mais lorsqu'il s'agit de faire effectivement le travail attendu, ils naviguent à vue. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec l'actuelle Assemblée nationale, où beaucoup d'initiatives parlementaires n'évoluent pas, où vous constatez que les réformes étant entendues n'arrivent toujours pas. À part la réforme sur la CENI, il y a la réforme sur la loi électorale. Il y a la réforme sur la Constitution. La réforme sur la CENI, d'ailleurs, qui a été décriée par plusieurs. Par nous notamment. Voilà, c'est que donc elle a été charcutée, pas de la manière dont a voulu l'initiateur, qui est actuellement le vice-premier ministre la loi sur la CENI, je l'ai toujours dit, était devenue orpheline. On l'a charcutée, on l'a dépiécée, on l'a dénaturée. La loi sur la CENI a perdu jusque-là, le sens de son existence. Mais que malheureusement, vous êtes fier du combat que vous aviez mené après la chute de Mabunda? Est-ce que ça portait des fruits? En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans la maladie de politique congolais. Nous sommes encore dans ce combat de positionnement, nous sommes encore dans ce combat des intérêts personnels. Pourtant, comme je l'ai toujours dit, la politique, c'est l'art de donner le bonheur à plusieurs. Nous devons regarder plutôt l'intérêt général. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous le constatons simplement que certaines
personnes au sein de la majorité actuelle, au sein de l'Union sacrée, veulent réécrire l'ouvrage que Kabila a laissé. Kabila a laissé l'ouvrage et ils veulent recopier tout ce que Kabila a laissé, ce qui est inacceptable. Moi, je pense, nous avons salué l'arrivée de l'Union sacrée, nous avions dit qu'il fallait regarder vers une nouvelle direction en vue de susciter une nouvelle dynamique pour le développement et l'avancement de notre démocratie. Que malheureusement, lorsque vous analysez la situation aujourd'hui, nous sommes loin de cette réalité. Vous êtes loin, mais il y a encore autre chose, c'est cette question du RAM, qui continue beaucoup plus aussi à diviser la classe politique. Le RAM, le ministre était attendu, il n'est pas venu. Alors, c'est reporté à une date ultérieure, on ne sait pas. Tout ça, vous ne voyez pas que ça frustre même le combat pour lequel vous êtes beaucoup plus battu. Vous savez, nous sommes au sein d'une famille, il y a des questions qui divisent toujours. Notamment la question sur la loi sur la CENI, la question de la désignation de membres du bureau de l'Assemblée de la CENI, mais aussi cette fameuse question de RAM. Au nom de la démocratie, il y a de ceux qui soutiennent et nous sommes de ceux qui ne soutiennent pas le RAM. Parce que, vous savez, une taxe est liée à une prestation. Il y a une prestation. Il faut d'abord que le ministre du PTNT commence d'abord à nous dire quelle est la prestation qui est liée au RAM. Tantôt, c'est pour accompagner ou soutenir. La gratuité. Bon, lui-même parlait de soutenir, sa cellule de communication parle d'accompagner, Néant s'oblige. Bon, bref, non, on ne va pas entrer dans ce débat des terminologies. Le plus important, on se dit, à un moment, il fallait offrir de Wi-Fi, ça accompagne encore l'état des sièges. La prestation n'est pas connue. L'usager doit savoir pourquoi il est en train de payer la taxe. C'est ce que nous attendons, le ministre venir à l'Assemblée nationale et nous répondre. Mais ce que moi je constate, en tant qu'observateur de l'extérieur, est que apparemment le ministre n'a pas de réponse à donner. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense qu'au nom de la responsabilité, cette taxe doit être supprimée. La taxe RAM doit être supprimée parce qu'elle cause beaucoup de préjudices à nos compatriotes. Beaucoup de préjudices, alors qu'il n'y a aucune traçabilité. Mais lui, il dit que ça ne relève pas de lui, ça relève du Conseil des ministres. Écoutez, au Conseil des ministres ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants. Hmm. Dites-moi, le Conseil des ministres agit par quel acte? Les ministres responsables de son secteur, le ministre Kibasa ne doit pas se dédouaner de ses responsabilités. Il est responsable de son secteur conformément à la Constitution. Et c'est sur base de ça qu'on n'invite jamais le Conseil des ministres, excusez-moi, d'en rigoler un peu. C'est pourquoi on n'invite jamais le Conseil des ministres à répondre devant l'Assemblée nationale. On invite les ministres responsables du secteur. Ils doivent venir répondre à ça. Pour supprimer, il doit prendre une décision. Il a pris une décision pour, je crois, mettre en place cette fameuse taxe qui est malvenue par notre population. C'est à cause de ces décisions comme ça qui sont en train de faire haïr le chef de l'État au sein de la population. Ils pensent à un moment servir le chef alors qu'ils sont en train de le desservir. C'est inacceptable. Voilà, merci beaucoup Rodrigue Ramazani de votre passage. C'est à moi de vous remercier. Voilà, à tous nos téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutela. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à Baltimore et aussi 17h. Là, nous sommes au niveau des ménages. Tout ça, c'est aux États-Unis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.